Ma sœur m'a appelé, laide, après que j'ai passé des heures à organiser sa pendaison de crémaillère. J'ai demandé à quelle heure était le déjeuner de famille. Ma sœur a lancé sèchement, « Tu penses être invité? Tu n'es que laide. Seule la vraie famille est invitée. » La pièce a éclaté de rire. J'ai ravalé ma colère, j'ai souri et j'ai dit calmement, « Intéressant. Cette maison ne t'appartiendra plus pour très longtemps. » Les rires se sont tus instantanément. Je m'appelle Audrey Marchand. J'ai 26 ans. Et le week-end dernier, j'ai appris exactement quelle est ma place dans ma propre famille. J'ai passé des heures à organiser la pendaison de crémaillère de ma sœur. J'ai transporté des chaises pliantes depuis le garage, réaménagé le jardin pour qu'il ressemble à une photo de magazine, vérifié les amuse-gueules dans le four et empêché les poubelles de déborder pendant qu'elle flottait parmi les invités, les saluant comme si elle animait une émission de télé-réalité. Au moment où la dernière voiture est arrivée, je transpirais à travers ma chemise, et elle n'avait pas levé le petit doigt. Quand le moment des cadeaux est enfin arrivé, elle a fait tout un spectacle pour chaque bougie et planche à découper comme si cela changeait sa vie. Quand elle a ouvert mon enveloppe et a vu la carte cadeau de 450 €, elle a à peine réagi, l'a simplement glissée de côté comme si c'était un reçu. Ensuite, elle a commencé à parler du déjeuner de famille qu'elle avait prévu pour le lendemain. Tout le monde autour d'elle hochait la tête comme s'ils étaient dans le secret. J'ai attendu qu'elle m'inclue. Elle ne l'a pas fait. Quand j'ai demandé tranquillement à quelle heure nous nous retrouvions tous, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que je n'étais pas dans le « nous ». J'étais juste laide. La pièce a ri. Certaines personnes le pensaient. D'autres suivaient simplement le mouvement, mais personne n'a protesté. J'ai senti mon visage brûler, j'ai ravalé ma colère et j'ai souri malgré tout. Je lui ai dit calmement que la maison qu'elle exhibait avec tant de fierté ne lui appartiendrait pas pour très longtemps. Avant que je vous dise ce qu'elle a répondu et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Quelques jours avant la fête, le premier signe avant-coureur est apparu sur mon téléphone. L'invitation ne venait pas du tout de ma sœur. C'était une capture d'écran de ma mère, Jocelyne Marchand, qui transférait un message d'un fil de discussion de groupe dont je ne faisais pas partie. Pas de « Salut Audrey, j'adorerais que tu sois là ». Pas de mots personnels, juste une adresse et une heure. Cela ressemblait plus à un prospectus qu'à quelque chose envoyé à une fille. Je l'ai fixé, me demandant à quel moment j'étais devenu une pensée secondaire dans ma propre famille. Ma sœur aînée, Mallory Marchand, a toujours eu besoin que tout paraisse parfait, tant que c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail. Quand nous étions enfants, elle arrivait en retard aux anniversaires pendant que je mettais la table et rinçais la vaisselle. Notre mère disait, « Tu sais comment est ta sœur ?» comme si cela expliquait pourquoi c'était moi qui grattais les assiettes à 22 heures. Nous avons grandi, mais les rôles n'ont jamais changé. Au moment où samedi est arrivé, je savais déjà comment la journée se déroulerait. Mon petit ami, Émile Rousseau, nous a conduits à travers Lyon vers le nouveau quartier de Mallory, avec ses pelouses impeccables et ses boîtes aux lettres assorties. La maison elle-même était petite, un 2 pièces avec une bande de pelouse derrière, mais Mallory adorait le rendu en photo. C'était le genre d'endroit que l'on pouvait faire paraître cher si l'on restait sous certains angles. L'ironie, c'est que ce n'était pas vraiment sa maison. L'hypothèque et les papiers étaient au nom de ma tante, Lydie Marchand, car le crédit de Mallory n'était pas encore suffisant. Lydie avait accepté de tout mettre à son nom à condition que Mallory paie les mensualités, respecte les règles du quartier et traite l'endroit comme une responsabilité, pas un accessoire. Mallory la présentait quand même comme « ma maison » à quiconque voulait bien l'écouter. Nous sommes arrivés près d'une heure avant l'heure indiquée sur l'invitation. Maman avait envoyé un texto le matin pour me demander si je pouvais venir un peu plus tôt pour aider ta sœur, comme si ce n'était pas déjà supposé. Émile m'a demandé si j'étais sûr de vouloir être là. J'ai dit oui, car dire non se serait transformé en un autre appel sur la façon dont je compliquais les choses pour tout le monde. Mallory a ouvert la porte d'entrée avant que je puisse frapper. Elle était déjà dans sa robe de soirée, les cheveux bouclés, le maquillage fait, ses pieds nus claquant sur le parquet. Derrière elle, le salon semblait mis en scène pour des photos, mais la cuisine était un labyrinthe de sacs de course à moitié ouverts, de comptoirs collants et d'emballages vides. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis au coffre de la voiture d'Émile, calculant la quantité de main-d'œuvre qu'elle venait de gagner. Elle n'a pas demandé comment j'allais.
Elle n'a pas posé de questions sur mon travail, ni si Émile voulait boire quelque chose. Elle a juste commencé à distribuer les tâches, les chaises pliantes du garage, une glacière de rechange du sous-sol, les couverts en plastique déballés et triés dans des bocaux qu'elle avait achetés en ligne. Émile s'est retrouvé avec un rouleau de sacs poubelles et une instruction vague concernant la poubelle du jardin. J'ai commencé à bouger sans réfléchir, mes muscles retombant dans le même schéma dont mon cerveau était fatigué. La maison se trouvait près du bout d'une rue calme, et les gens de ce genre de quartier remarquent tout. Pendant que je manœuvrais des chaises dans le couloir, j'ai vu un homme sur le trottoir s'arrêter pour regarder la file de voitures qui longeait déjà le bord de la route. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'appelait Jean Horton, le genre de voisin qui se souvient des maisons qui enfreignent les règles. À ce moment-là, il n'était qu'une autre paire d'yeux sur l'allée. À l'intérieur, Mallory s'agitait autour des plaids et de l'angle de la table à collation, plus concentrée sur ce qui finirait en ligne que sur l'espace pour marcher. J'ai essuyé une tache sur le comptoir et j'ai remarqué une pile de lettres non ouvertes adressées à Lydie, et non à Mallory, à moitié cachées sous une corbeille de fruits. C'était un petit rappel que ma sœur jouait à la propriétaire sur une scène construite avec le nom de quelqu'un d'autre. Maman est arrivée avec un gratin et un sourire éclatant et crispé. Elle m'a embrassé sur la joue en passant et s'est mise aussitôt à complimenter Mallory sur l'aspect si mature de l'endroit. Émile et moi n'arrêtions pas d'échanger des regards par-dessus la table pliante pendant que je dépliais les serviettes et qu'il fermait les sacs poubelles. D'autres voitures arrivaient lentement dans la rue, les invités en sortant avec des sacs cadeaux se balançant à leurs mains, sonnant à la porte comme si le spectacle allait commencer. L'heure officielle du début est passée alors que j'étais encore en plein mouvement. Le volume de la musique a augmenté progressivement. La glace tombait en grosses gouttes dans l'évier, et je me suis retrouvé coincé entre la porte arrière et une pile de cartons aplatis que personne d'autre ne semblait voir. Depuis le trottoir, on aurait probablement dit que ma sœur avait organisé un événement sans faille. De l'intérieur, j'avais déjà l'impression d'avoir été embauché pour un travail pour lequel je n'étais pas payé. En fin d'après-midi, la maison semblait plus lourde, comme si l'air lui-même se préparait à accueillir une foule. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes tandis que la porte d'entrée s'ouvrait et se fermait par intermittence, et je faisais des allers-retours incessants entre la cuisine et le jardin. Les chaussures s'accumulaient près de l'entrée, les vestes atterrissaient sur n'importe quel crochet libre, et les voix se superposaient jusqu'à ce que tout l'endroit bourdonne. Mallory passait d'un groupe à l'autre, un verre à la main, riant un peu plus fort chaque fois que quelqu'un levait un téléphone. Les premiers invités étaient des gens de son bureau. Ils sont arrivés dans des voitures impeccables, portant des sacs cadeaux d'où sortait du papier de soie. J'ai reconnu quelques visages de publications où elle avait été identifiée, celles où elle parlait de se construire une vie. Ils lui ont dit que la maison était adorable, que le quartier était parfait, que la lumière était flatteuse. Mallory absorbait chaque mot, hochant la tête comme si elle avait choisi chaque planche et chaque accessoire. Pendant qu'il parlait, je gardais mes mains occupées. J'ai rempli le seau à glace avant qu'il ne soit vide, déplacé les plats pour que les plus beaux restent devant, et j'ai essayé d'empêcher les comptoirs de se transformer en une pile de gobelets usagés. Émile est resté près de la porte arrière, fermant les sacs poubelles et les sortant vers la poubelle derrière la clôture. Il parlait à peine, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais le même mélange d'irritation et de résignation. La deuxième vague est arrivée du côté de Brissamont. J'ai entendu sa voix avant qu'il n'atteigne le porche, douce et maîtrisée, le genre de ton qui a sa place dans les salles de conférence. Il est entré dans le couloir avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à être écouté. Une femme dans un blazer structuré marchait juste derrière lui, la posture droite, les yeux balayant la pièce de regard rapide et efficace. C'était sa mère, Diane Hamon. Tout le corps de Mallory s'est tendu quand elle les a vus. Ses épaules se sont redressées, son sourire s'est élargi, et même ses gestes ont changé au plus lent et plus délibéré, comme si elle était soudain consciente d'être évaluée. Elle a guidé Brice et Diane à travers le salon et vers le jardin, montrant l'îlot de cuisine, les portes coulissantes, la bande de pelouse comme si elle organisait une visite privée. Je suis resté quelques pas derrière, ramassant les gobelets vides et les équilibrant sur un plateau, assez près pour entendre, assez loin pour que personne ne pense que je faisais partie de la conversation. Quand Brice a dit que l'endroit était un choix intelligent pour quelqu'un de notre âge, Mallory a répondu que cela avait demandé beaucoup d'efforts, mais qu'elle avait toujours été déterminée à posséder quelque chose tôt. Diane écoutait sans interrompre. Si quelqu'un a remarqué que c'était moi qui soulevais, essuyais et allais chercher les choses, ils l'ont gardé pour eux. Le regard de Diane a glissé sur moi une fois pendant que j'essuyais le bord du comptoir,
s'attardant une demi-seconde avant de se retourner vers Mallory. Je ne pouvais pas dire si elle était impressionnée, méfiante ou simplement en train de cataloguer des détails. À mesure que plus de gens arrivaient, le jardin rétrécissait. Les chaises pliantes remplissaient la pelouse, les assiettes en carton s'accumulaient sur chaque surface plane, et la musique montait encore d'un cran. De l'extérieur, cela ressemblait probablement à une publication de magazine de luxe devenue réalité. De ma place près de la porte de la cuisine, cela ressemblait à une fête tenue à bout de bras par la seule personne qui se souciait de savoir si les déchets finissaient dans le sac. À l'intérieur, l'évier s'est rempli de verre. Les couverts ont disparu dans des coins aléatoires, et un cercle collant s'est formé sous le saladier de punch. Je bougeais en pilote automatique, déplaçant les plateaux, écartant la vaisselle essuyée, repêchant une cuillère de service d'un sac poubelle presque plein avant que quelqu'un n'en rajoute par-dessus. Émile m'a frôlé avec un autre sac noué, son épaule heurtant la mienne dans un petit signe de soutien silencieux. Mallory est revenue dans la cuisine juste assez longtemps pour ajuster une bougie et jeter un coup d'œil au plateau de dessert. Elle m'a rappelé qu'elle les voulait sur la table juste avant de commencer à ouvrir les cadeaux, parce que quelqu'un allait tout filmer et qu'elle voulait que tout soit dans le cadre. Elle n'a pas demandé si j'avais besoin d'une pause ou si je voulais m'asseoir avec quelqu'un. En début de soirée, le salon a attiré les gens. Quelqu'un a baissé les lumières jusqu'à ce que la pièce paraisse plus douce, plus chaleureuse, plus indulgente pour la caméra. Les conversations se sont estompées en un faible bourdonnement tandis que les invités se déplaçaient sur le canapé et se regroupaient autour de la table basse, tous les regards tournés vers l'endroit où se tenait Mallory. Elle a pris cette position sans hésitation, a lissé le devant de sa robe et a attrapé le premier sac cadeau, attendant au centre. Je suis resté près de l'embrasure de la porte, les manches retroussées, observant depuis la marche pendant que tout le monde s'installait. Le salon avait été réaménagé en une petite scène sans que personne ne le dise à voix haute. Mallory se tenait au centre, encadré par la table basse et un arc d'invités équilibrant des assiettes sur leurs genoux. Quelqu'un a baissé la musique à un doux murmure. Un téléphone était tenu à la verticale, déjà en train d'enregistrer. Je suis resté près de la porte, assez proche pour être utile, assez loin pour que personne ne m'ait gardé une place. Elle a ouvert les premiers cadeaux comme si elle tournait une publicité. Chaque bougie et chaque coussin a suscité une réaction soignée, une phrase sur à quel point c'était parfait. Les rires fusaient au bon moment. Les gens se regardaient, puis la regardaient à nouveau, se mesurant à sa performance. Elle avait toujours contrôlé une pièce en la transformant en miroir. Mon enveloppe était enfouie près du fond de la pile, à moitié cachée sous un sac brillant. J'ai reconnu mon écriture, la façon dont j'avais essayé de la rendre nette pendant une pause précipitée au travail. J'avais passé des semaines à mettre de l'argent de côté pour qu'à l'intérieur il y ait une carte cadeau d'une valeur de 450 € ou quelque chose qui pourrait payer une facture ou une réparation au lieu d'une autre pièce décorative. Quand Mallory l'a atteinte, elle n'a pas ralenti. Elle a déchiré le rabat, a sorti la carte à moitié et n'a jeté un coup d'œil que juste assez longtemps pour voir le nom du magasin. Il n'y a eu ni pause, ni question, ni curiosité sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle l'a qualifié d'utile, de la même manière que l'on décrirait du papier d'imprimante, puis l'a laissé tomber sur la table avec l'enveloppe déchirée. Quelques invités ont hoché la tête, passant déjà à autre chose. Une chaleur est montée dans ma poitrine. Mon cadeau avait été reçu, reconnu de la manière la plus minimale possible, et rayé de la liste des obligations émotionnelles. J'ai vu Émile près de la table d'appoint, déplaçant une bouteille vide. Il n'a rien dit, mais le regard qu'il m'a lancé à travers la pièce en disait assez. La pile de papier cadeau a diminué. Une fois la dernière boîte ouverte, Mallory a continué à parler. Elle s'est lancée dans un petit discours sur ses projets pour la maison, à quel point elle se sentait installée, comment cet endroit était le début de tout ce qu'elle voulait. Puis elle a mentionné un déjeuner le lendemain, une petite chose pour la famille, glissée dans ses mots comme s'il était évident de savoir qui comptait. Les gens autour d'elle se sont penchés, posant des questions sur le menu et l'heure à laquelle ils devaient venir. Elle a répondu à chaque question, souriant, faisant un geste vers la cuisine comme si elle avait organisé chaque détail elle-même. Elle ne s'est jamais tournée une seule fois vers la porte. J'ai attendu que mon nom apparaisse, que le moindre signe indique qu'elle m'attendait là. J'avais passé l'après-midi à transporter, trier et ajuster, comblant chaque vide qui aurait pu transparaître à travers l'image qu'elle construisait. Au lieu de me sentir plus proche du centre, je me sentais de plus en plus repoussé vers la marge. Quand j'ai finalement parlé, ma voix m'a semblé ordinaire.
J'ai demandé à quelle heure serait le déjeuner pour pouvoir planifier le reste de mon week-end. En surface, c'était juste une autre question logistique. En dessous, c'était une supposition silencieuse que j'étais sur le même pied d'égalité que tout le monde. La réaction de Mallory a clairement montré que ce n'était pas le cas. Elle s'est tournée vers moi avec le même sourire poli qu'elle avait arboré toute la soirée. Sa réponse est sortie rapide et légère, enveloppée dans un humour assez piquant pour blesser. Elle a pris ma question et l'a transformée en une réplique sur qui comptait et qui ne comptait pas, expliquant devant les collègues, la belle famille et les parents que ma place était avec les gens qui sortaient les poubelles, pas avec ceux assis sur le canapé. Les rires ont éclaté autour d'elle. Ils étaient plus vifs, plus rudes, et ils pressaient contre ma peau comme la chaleur d'un poil trop proche. Certains invités ont ri parce que la pièce leur disait de le faire, d'autres parce que c'était plus facile que de se démarquer, d'autres encore parce qu'ils n'avaient saisi que le ton et non le contenu. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas la blague elle-même, mais l'espace vide où n'importe quelle objection aurait pu se trouver. Ma mère était assise sur le bord d'un fauteuil, les doigts autour d'un verre qui contenait plus de glace que de boisson. Ses yeux ont fait un aller-retour entre nous, puis ont baissé. La bouche d'Émile s'est contractée en une fine ligne. L'expression de Brice a vacillé avant qu'il ne la lisse. Diane observait sans réagir, comme si elle classait un détail pour plus tard. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas demandé de s'expliquer. J'ai déplacé mon poids jusqu'à ce que mes deux pieds se sentent solides sur le tapis et j'ai laissé le moment s'imprégner. Quelque chose de calme et d'obstiné s'est installé dans ma poitrine, une ligne qui semblait différente de toutes celles que ma sœur avait tracées auparavant. Les minutes suivantes se sont brouillées. Les verres ont teinté. Les conversations futiles ont tourbillonné au-delà de mes épaules, et la musique est remontée. J'ai ramassé des assiettes à moitié vides et les ai empilées dans mes mains. Mon corps a terminé le travail qu'il avait commencé cet après-midi. Mon esprit est enfin sorti du rôle que ma sœur avait écrit pour moi. Ce soir-là, la première chose que j'ai vue n'était pas mon propre reflet, mais la fête de ma sœur sur un écran. De retour à notre appartement, l'air semblait presque trop calme après le bruit de sa maison. Émile a laissé tomber ses clés dans le bol près de la porte et est allé verser de l'eau. Je me suis assise sur le canapé, toujours dans les vêtements dans lesquels j'avais travaillé tout l'après-midi, et j'ai pris mon téléphone parce que ne pas le regarder me semblait pire que ce qui pourrait s'y trouver. Mallory avait déjà publié un carrousel de photos soignées. La photo du salon était prise sous un angle qui cachait la pile de gobelets dans l'évier ou le recyclage appuyé contre la porte du garde-manger. Le jardin ressemblait à une carte postale, les chaises pliantes disposées juste comme il faut, les guirlandes lumineuses cachant les sacs de déchets le long de la clôture. Sa légende remerciait tout le monde d'avoir célébré en « famille ». Mon nom ne figurait nulle part dans les identifications. Les invités avaient commencé à partager leurs propres angles, un boomerang de verre levé, un selfie sur le canapé, une photo de groupe devant les portes coulissantes. Photo après photo, la maison semblait parfaite, comme si elle était sortie ainsi de sa boîte. Je savais que j'étais dans l'embrasure de la porte sur au moins 2 de ces clichés. Celui qui les avait retouchés m'avait proprement effacé. Le chat de groupe de la famille s'est réveillé peu de temps après. Les messages s'empilaient les uns sur les autres, disant à quel point tout était beau, à quel point ils étaient fiers de Mallory, à quel point elle avait de la chance d'avoir un si bel endroit. Des émojis remplissaient l'espace où les détails auraient dû être. Personne n'a mentionné que j'étais parti tôt. Personne n'a demandé pourquoi. Une notification distincte est arrivée de ma mère. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle m'a demandé de maintenir la paix. Elle a écrit que ma sœur avait tellement essayé d'impressionner la famille de Brice que parfois les remarques sortaient mal, que cela ne ferait que envenimer les choses si je m'y accrochais. Cela ressemblait moins à de l'inquiétude qu'à des instructions sur la façon de mettre tout le monde à l'aise. De vieux réflexes se sont réveillés. Je pouvais déjà m'entendre répondre que ce n'était rien, que je comprenais, que nous pouvions prétendre que tout cela n'avait été qu'une blague. J'avais envoyé des versions de ce message toute ma vie. C'est ainsi que j'avais fini par réparer des chaises et essuyer des tables pendant que quelqu'un d'autre en récoltait le crédit. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table basse et me suis adossé jusqu'à ce que mes épaules touchent les coussins. Le silence de notre appartement s'est installé autour de moi comme un autre type de bruit, un bruit que je pouvais réellement contrôler. Émile s'est assis sur la coudoir du canapé, assez près pour que son genou frôle mon bras. Il ne m'a pas dit que je surréagissais. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il est simplement resté là où il était,
les mains nonchalamment jointes, attendant de voir ce que je choisirais. Sous l'embarras et la colère, il y avait un fait pratique que je ne pouvais ignorer. La maison que Mallory présentait comme la sienne ne portait pas sa signature. Elle portait celle de ma tante Lydie. Son nom était sur l'hypothèque, sur l'assurance, sur le courrier que j'avais vu à moitié caché sous une corbeille de fruits. C'était elle qui avait accepté de porter le poids du prêt tant que ma sœur respecterait la propriété et le quartier. Si quelqu'un dans notre famille avait le droit de savoir comment cet accord était géré, c'était bien elle. J'ai pensé à la façon dont Lydie parlait pendant les fêtes, comment elle posait des questions pointues et écoutait la réponse jusqu'au bout. Elle n'élevait jamais la voix. Elle ne laissait jamais un problème grandir parce que tout le monde était trop poli pour le décrire. S'il y avait une règle, elle s'attendait à ce qu'elle soit suivie. S'il y avait un risque, elle voulait le voir avant qu'il n'atterrisse sur son bureau. L'idée de l'appeler me tordait l'estomac. Je ne voulais pas paraître mesquine, comme si je la dénonçais simplement parce que mes sentiments avaient été blessés. Je ne voulais pas donner à Mallory des munitions pour dire que j'avais essayé de la saboter. Je n'arrêtais pas de me demander si dire toute la vérité sur la fête était réellement différent de la vengeance, ou si j'espérais simplement que ce serait le cas. Le matin, le chat de groupe était passé au déjeuner que ma sœur avait mentionné. Un flot de messages parlait de gratin, d'accompagnement et de qui apportait le dessert. J'ai parcouru les noms. Chaque personne qui avait ri la veille semblait avoir une place réservée. Il n'y avait aucune place laissée vacante dans le décompte. Le soleil frappait le comptoir de la cuisine en une fine bande. Je me tenais là, mangeant du pain grillé pendant qu'Émile préparait le café. Et pendant un instant, l'image de ma vie s'est réduite à notre petit évier, nos 2 assiettes, notre unique poêle du dîner. Il a fallu moins d'1 minute pour tout laver et essuyer le comptoir. Rien de tout cela ne m'obligeait à être autre chose que moi-même. Quand la vaisselle a été rangée, j'ai repris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au nom de Lydie. Il se trouvait en haut de mes appels récents, entouré de fêtes et de logistique, pas de dispute. Mon pouce a hésité un instant. Puis j'ai appuyé. Sa voix s'est fait entendre à la 2e sonnerie, calme et alerte. Je lui ai dit que j'étais désolé de la déranger un week-end et qu'il y avait quelque chose à propos de la maison qu'elle devait savoir. J'ai gardé un ton neutre pour ne pas craquer. J'ai décrit combien de personnes il y avait eu, comment les voitures s'étaient alignées le long du trottoir, comment les poubelles avaient commencé à déborder avant la fin de la soirée. J'ai mentionné qu'un voisin s'était attardé sur le trottoir, observant l'allée comme le font les gens lorsqu'ils sont sur le point de déposer une plainte. J'ai omis les paroles de ma sœur à mon sujet. Je me suis concentré sur les parties qui impliquaient le nom et le crédit de Lydie, la propriété, les règles, les enveloppes non ouvertes qui lui étaient adressées et que j'avais vues cachées sous un bol dans la cuisine. Je lui ai dit que j'étais inquiète que l'endroit soit traité comme une toile de fond plutôt que comme un engagement. Lydie n'a pas répondu précipitamment. J'ai entendu le faible grattement d'un stylo et le son de sa respiration. Elle a posé quelques questions précises sur les horaires et sur la fréquence de ce genre de fête. J'ai répondu à chacune aussi clairement que possible, résistant à l'envie d'ajouter des excuses ou d'adoucir ce que j'avais déjà dit. Quand elle m'a remercié d'avoir appelé, sa voix est restée égale. Elle a dit qu'elle s'en occuperait et que je n'avais plus besoin d'intervenir. Après avoir raccroché, mes doigts sont restés crispés sur le téléphone un long moment. Je l'ai posé sur le comptoir à côté de mon café, j'ai regardé l'écran s'éteindre et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Dans l'après-midi, la décision d'appeler Lydie n'était plus une simple pensée entre ma tasse de café et mon téléphone. Elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand quelque chose portait son nom, elle est allée voir par elle-même. Je ne l'ai pas accompagnée, je n'ai pas proposé de la rejoindre là-bas. Le but de mon appel était de rendre la responsabilité à la personne qui la détenait réellement. Pourtant, quand mon téléphone a vibré avec une photo d'elle quelques heures plus tard, ma poitrine s'est serrée. La photo montrait la cuisine de Mallory. Les comptoirs étaient encombrés d'assiettes qui n'avaient jamais atteint l'évier. Une traînée de quelque chose de sombre coulait sur la porte du placard sous l'îlot. La poubelle dans le coin avait son couvercle maintenu ouvert par un contenant à emporter. Un cercle de taches séchées entourait la poubelle sur le sol. Dans le coin de l'image, je pouvais voir le bord d'une lettre avec le nom de Lydie en haut. Aucune légende n'accompagnait la photo. Le silence en disait long. Un autre message a suivi. Celui-ci, une capture d'écran d'un courriel du syndicat de copropriété. Il mentionnait du bruit après les heures de silence,
des voitures bloquant une partie du trottoir et des sacs poubelles laissés dehors sans couvercle. Le courriel se terminait en rappelant au propriétaire officiel que des violations répétées pourraient entraîner des amendes. Mallory avait dit à tout le monde, y compris à la famille de Brice, qu'elle était propriétaire de la maison. Le syndicat de copropriété avait rappelé à la seule personne qui comptait réellement dans cette équation qu'elle ne l'était pas. Plus tard, Lydie a appelé. Elle parlait avec le même ton égal que j'avais entendu toute ma vie quand elle triait les faits plutôt que les sentiments. Elle a posé quelques questions supplémentaires sur la fête, puis m'a dit que j'avais eu raison de la prévenir. Elle n'a pas demandé comment ma sœur m'avait parlé, et je ne l'ai pas mentionné. Il y a des parties de ce qui s'est passé qui n'existent qu'entre Mallory et moi, et je n'étais pas encore prête à les livrer. Elle a dit qu'elle allait donner à Mallory une chance claire de réparer ce qu'elle avait cassé. Les conditions étaient simples, nettoyer la maison correctement. Gérer l'avertissement du syndicat. Montrer qu'elle comprenait que l'hypothèque et le crédit attaché à la propriété n'étaient pas des jouets. Si Mallory ne pouvait pas gérer cela, Lydie mettrait fin à l'arrangement et passerait à autre chose. J'ai failli lui dire que ma sœur faisait rarement quoi que ce soit avant la dernière seconde possible. Au lieu de cela, j'ai dit que je faisais confiance à son jugement et je l'ai remercié de m'avoir écouté. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé mon téléphone et j'ai essayé de laisser l'affaire vivre là où elle devait être, en dehors de mon appartement et hors de mes mains. Le chat de groupe a continué à vibrer toute la journée avec des photos du déjeuner auquel je n'avais pas été invité. Des plateaux de nourriture, des bras enlacés autour des épaules, le même salon arrangé maintenant pour un public plus restreint et plus intime. D'après les angles de caméra, il était impossible de dire si les comptoirs avaient été essuyés ou si les poubelles avaient été sorties. Peu importe. Le courriel du syndicat et la visite de Lydie avaient déjà vu ce qui devait être vu. Les messages de Mallory ont commencé ce soir-là. Au début, ils étaient courts et secs, demandant ce que j'avais dit, exigeant de savoir pourquoi Lydie s'était soudainement retournée contre elle. Elle insistait sur le fait qu'il devait y avoir un malentendu, que quelqu'un avait exagéré. Chaque texto s'empilait sur le précédent, construisant un mur d'accusation que je n'avais pas envie d'escalader. Je n'ai pas répondu. J'avais promis à Lydie de rester en dehors de ça, et j'étais fatigué de tenir la corde dans un bras de fer que personne n'admettait que nous jouions. Le ton a changé après quelques heures. Les nouveaux messages étaient plus longs, moins certains. Mallory a écrit sur le stress du déménagement, sur la pression qu'elle ressentait pour faire ses preuves, sur l'embarras qu'elle éprouvait qu'il y ait eu la moindre plainte. Elle tournait autour du sujet sans le nommer, n'écrivant jamais vraiment les mots « j'ai menti » ou « je t'ai traité comme si tu ne comptais pas ». Émile a jeté un coup d'œil à mon écran une fois et a demandé si je voulais qu'il bloque son numéro pendant un moment. J'ai secoué la tête. Bloquer me semblait trop définitif pour ce moment. Je pensais que si je laissais le fil de discussion tranquille, la tempête à l'intérieur pourrait s'éteindre d'elle-même sans faire sauter la porte de ses gonds. Au moment où je suis allé me coucher, les notifications avaient ralenti, mais pas cessé. Mallory continuait de parler dans l'espace que j'avais laissé vide, essayant de nouveaux angles, de nouvelles explications. C'était le même schéma que j'avais vu toute ma vie, simplement écrit en bulles bleues et grises au lieu d'être prononcé dans les couloirs et les jardins. La différence cette fois, c'est que j'étais enfin sorti du scénario. 2 jours plus tard, les conséquences ont cessé d'exister sur mon écran pour se présenter à ma porte. Je pliais du linge quand le premier coup a retenti, lourd et impatient. Émile a levé les yeux de la cuisine et a attendu. Une autre série a suivi, plus forte, faisant vibrer le cadre. Je n'avais pas besoin du Judas pour savoir que c'était ma sœur. La voix de Mallory a traversé le bois, tendue de colère. Elle voulait parler, éclaircir les choses, savoir pourquoi j'avais essayé de ruiner sa vie. Les phrases se bousculaient dans un rythme que je ne connaissais que trop bien. Quand le silence lui a répondu, elle est passée aux supplications, me rappelant que nous étions sœurs et que les familles ne se retournaient pas les unes contre les autres pour une seule nuit. Dans sa version de la famille, tout le monde absorbait les retombées pendant qu'elle protégeait l'image. Je suis resté sur le canapé, la main lissant une couture déjà plate. Émile s'est dirigé vers la porte et, sans l'ouvrir, a dit que nous n'aurions pas cette conversation aujourd'hui. Son ton est resté égal. Les coups ont continué pendant quelques instants de plus. Puis un bruit sourd a frappé le cadre et des bruits de pas se sont éloignés dans le couloir. Le silence qui a suivi semblait dense plutôt que calme. Rien n'était réglé. C'était seulement que cela ne se passait plus de mon côté de la porte.
Ma mère a appelé ce soir-là. Sa voix avait l'intonation lasse de quelqu'un qui se prépare à une tempête. Elle a dit que Mallory était dévastée, qu'elle avait été prise au dépourvu par Lydie, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais allé dans son dos. La déception s'échappait d'elle en réplique bien rodée, comme si c'était une météo que personne ne pouvait changer. Elle a plaidé pour une autre chance, Mallory avait été sous pression de la famille de Brice. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ce serait tragique, a-t-elle dit, si une seule nuit détruisait tout ce que ma sœur avait construit. Chaque phrase menait à la même destination, je devais faciliter les choses pour tout le monde en aplanissant la situation. Quand elle a finalement fait une pause, je lui ai dit que je n'avais menti à personne. Je n'avais pas demandé à Mallory de revendiquer une maison qui appartenait légalement à notre tante. Je ne lui avais pas dit de m'appeler « laide » devant ses invités. J'avais décrit l'état d'une propriété liée au crédit de Lydie parce que la personne qui portait le risque méritait des informations claires. Il y a eu un long silence de respiration et de bruit de vaisselle à l'autre bout du fil. Ma mère a dit qu'elle avait peur que cela brise notre famille. J'ai dit que prétendre que rien n'allait mal la brisait lentement depuis des années. Nous n'avons pas résolu notre différend. Elle a terminé l'appel en disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Pour une fois, j'ai laissé le silence s'installer. La véritable rupture est survenue environ une semaine plus tard, quand Lydie m'a dit qu'elle en avait assez. Elle a appelé pour m'informer, pas pour me demander ce que j'en pensais. Mallory avait eu une chance de répondre à la lettre du syndicat et de nettoyer le désordre. Au lieu de cela, il y a eu des retards, des explications et une autre plainte dans la boîte de réception de Lydie. Le schéma était clair. Lydie mettait fin à l'arrangement. Elle déciderait plus tard si elle emménagerait, louerait ou vendrait. Mais le temps de ma sœur dans cette maison était terminé. En l'écoutant, je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai ressenti quelque chose de plus ancré, comme une équation enfin équilibrée. La personne qui avait pris le risque se retirait de quelqu'un qui traitait ce risque comme une toile de fond. Mallory allait devoir trouver un autre endroit pour construire sa version d'une vie parfaite. Les nouvelles ont circulé comme elles le font toujours dans les familles, de manière détournée. Des parents ont appelé ma mère pour connaître l'histoire. Certains ont répété la version de Mallory où j'étais jalouse et vengeresse. D'autres avaient été à la fête et se souvenaient exactement de la façon dont elle m'avait parlé. Les gens ont choisi l'angle qui rendait leur propre reflet plus facile à regarder. J'ai cessé de m'inquiéter du cadre qu'ils choisissaient. Le côté de Brice a réagi de manière plus discrète et plus tranchante. Sans la maison comme preuve de stabilité, leur vision de la relation a changé. D'après les quelques détails qui me sont parvenus, les projets ont été mis en pause, puis se sont dissous. Les visites sont devenues plus courtes. Les invitations ont cessé d'inclure des termes à long terme. Ils n'ont pas fait de scène. Ils se sont simplement éloignés. Les messages de Mallory ont continué à arriver pendant un certain temps. Certains me reprochaient de lui avoir tout pris. D'autres tentaient de tracer une ligne entre la façon dont elle m'avait traité et la façon dont elle gérait la maison, comme s'il s'agissait de catégories distinctes. Quelques-uns semblaient avoir été tapés dans les heures sombres de la nuit. Je les ai lus jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y avait rien de nouveau en eux, juste le même schéma réarrangé. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine et je l'ai laissé là. La dernière fois que nous nous sommes parlé, l'échange a été bref et inégal. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais satisfaite maintenant. J'ai dit que j'espérais qu'elle apprendrait un jour que les gens ne sont pas des meubles dans les pièces que l'on veut exhiber. C'était la vérité la plus claire que je pouvais offrir sans tout rouvrir. Après cela, les appels ont cessé, les coups à la porte ont cessé. Son nom a glissé dans mes contacts récents et y est resté. Ma mère et moi parlons encore, mais moins souvent, et de choses plus sûres, des recettes, la météo, de petites nouvelles. Lydie et moi nous parlons quand il y a des papiers ou une fête, en gardant les conversations axées sur ce qui peut réellement être géré. Les réunions de famille sont devenues plus petites et un peu gênantes, mais aussi étrangement calmes. Il y a moins de cris et moins de faux-semblants. La version de la sœur que je pensais avoir me manque plus que la personne qu'elle n'arrêtait pas de me montrer. Faire le deuil de cette différence est un travail silencieux. Il n'y a pas de finale spectaculaire, juste une longue série de petits choix de ne pas retourner dans le même rôle. Ce que j'ai maintenant, c'est de l'espace, des soirées où mon téléphone reste face contre table et où mes épaules ne remontent pas vers mes oreilles, des services que je peux choisir au lieu d'obligations que je ne peux refuser, des visites où je sais si je suis là en tant que famille ou en tant qu'invité,
Pas en tant que personnel non rémunéré. S'il y a quelque chose qui mérite d'être retenu de tout cela, c'est la compréhension que les limites ne détruisent pas les vraies relations. Elles révèlent seulement celles qui dépendaient du fait que vous n'en ayez aucune. Dire non à être laide ne m'a pas rendu cruel.